Welcome to a new world. A new world where every company plays a major role in shaping the future and where we have to remain in action. A new world where every new challenge is an opportunity to pursue greatness and where we must join energies to drive meaningful change. A new world where change happens fast, where we have to move forward to anticipate, to think, to create. Power, better, growth. A new purpose for a new world. A purpose that drives our daily mission to identify, to finance, to accelerate, and to value the companies that lead transformation, the creative entrepreneurs, the emerging talents. This is a new chapter of our story, supported by a unique and strong brand, showing the world clearly who we are. We are makers, every day in the field at the side of managers and investors, to reveal the best of them. We are audacious, being at the right place at the right time, at the right moment, to identify opportunities, to advance and to create value. We are open, creating the link between present and future, between resources and projects, between ideas and success. We are Eurazeo. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webcast organisé par la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement avec Eurazeo. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir parmi nous et d'accueillir William Kadouch-Chassaing, qui est membre du directoire et directeur général finance et stratégie. Alors, comme vous le savez, nous organisons régulièrement des réunions en ligne, mais aussi physiques à Paris et en région. L'objectif pour nous, c'est vraiment de vous mettre en contact avec des entreprises qui sont soucieuses de dialoguer avec leurs actionnaires et qui sont très variées dans le monde de la bourse. Alors, ce soir, une entreprise très intéressante, Eurazeo, qui est un investisseur, comme nous tous finalement, qui est vraiment au centre de l'investissement, des marchés, à travers des fonds ou aussi en direct. Et donc, William Kadouch-Chassaing, je vous laisse la parole pour présenter cette belle société aux actionnaires individuels. Merci beaucoup Eldo, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ça fait 6 mois que j'ai rejoint cette magnifique entreprise qui s'appelle en effet Eurazeo. Je dois dire que je rejoins une entreprise qui a une réputation de longue date et qui est sur un secteur qui est en très fort développement, avec beaucoup de mutations. Donc c'est avec beaucoup de fierté que je vous présente ses performances et peut-être d'abord son business model. Alors, avant de peut-être commencer un échange, vous aurez sans doute quelques questions. Je pense qu'elles sont adressables par le webcast. Absolument. Les actionnaires peuvent nous l'adresser par le webcast. On en a déjà reçu quelques-unes, donc nous aurons un échange dans une vingtaine de minutes à peu près après votre présentation. Je vous propose peut-être donc de revenir sur quelques éléments de notre business model et puis aussi nos performances, bien entendu. Vous l'avez dit, nous sommes un investisseur, nous sommes un leader de la gestion alternative. Alors la gestion alternative, pour le dire simplement, c'est tout ce qui, dans le domaine de la gestion et de l'investissement, s'occupe des marchés dits privés, par opposition à tout ce qui est l'obligataire, les actions cotées, tous les marchés cotés. Il y a à peu près 100 000 milliards d'épargne investis dans le monde. Et la gestion alternative, les marchés privés, c'est à peu près 10% de tout ça, on va dire 10 000 milliards. Donc nous opérons sur ce segment-là. Et comment le faisons-nous ? Nous sommes un intermédiaire, vous l'avez vu dans la vidéo, qui permet d'accompagner des entreprises, pour ce qui nous concerne, toujours des entreprises de taille petite et moyennes dans leur développement, donc des sociétés de croissance. Nous avons des sociétés par exemple comme Doctolib, des sociétés qui sont déjà établies mais qui sont sur des secteurs eux-mêmes, j'y reviendrai,
assez dynamiques, par exemple dans la santé, des sociétés dans le domaine de l'équipement médical qui sont particulièrement performantes, par exemple. C'est souvent des entreprises encore du capital desquelles se trouvent les fondateurs, des entreprises familiales. Et nous leur mettons à disposition des expertises et évidemment du capital ou de la dette que nous collectons auprès d'investisseurs institutionnels, des compagnies d'assurance, des fonds souverains, des fonds de pension, mais aussi d'investisseurs particuliers. J'y reviendrai parce que nous collectons de plus en plus d'argent auprès d'investisseurs particuliers. Alors, dans ce contexte, nous sommes un des principaux acteurs européens avec un sous-jacent de ce secteur qui est très dynamique. Nous sommes une entreprise de croissance. Le secteur plus général des marchés privés auxquels je faisais allusion, donc ces fameux 10 000 milliards qui sont investis, ces fameux 10% de l'épargne mondiale qui sont investis dans ces classes d'actifs, sont en croissance structurelle, vous le voyez sur la droite de cette page, de l'ordre de 10 à 12% par an. Et on considère qu'il pourrait encore continuer d'augmenter dans les prochaines années de l'ordre, avec un taux de croissance du même ordre. Vers, vous voyez, 17 000 milliards qui sont prévus. Alors, selon les sources, vous trouverez 16, 15, 17, 18 000 milliards à l'horizon 2026. Alors, pourquoi il y a de plus en plus d'argent qui s'investit dans ce secteur, donc l'argent que nous collectons et que nous mettons au travail dans les entreprises dans lesquelles nous investissons. D'abord parce que la performance du secteur est structurellement, quelle que soit la classe d'actifs, que ce soit des titres dans les sociétés, du capital ou que ce soit la dette, supérieure à ce qu'on peut trouver comme équivalent dans les marchés publics. Donc respectivement les marchés actions ou les marchés obligataires ou les marchés monétaires. Et deuxièmement, parce qu'elle est aussi beaucoup plus stable. Et c'est sans doute ce couple entre des meilleures performances associées à une plus faible volatilité qui fait que des grands institutionnels et de plus en plus, comme je disais, de particuliers, nous confient de l'argent. Et puis comme acteurs, en termes de gestion d'actifs, nous nous comparons à d'autres gestionnaires d'actifs qui opèrent dans les marchés publics. En fait, nous collectons des commissions pour le travail que nous faisons au nom de nos clients, qui sont structurellement plus élevés parce que ce sont des marchés dans lesquels on génère plus de rendement. Alors, si on regarde les ordres de grandeur, Eurazeo aujourd'hui, c'est plus de 32 milliards d'actifs sous gestion. Vous le voyez sur le graphique, 30% de ces actifs sous gestion proviennent de nos fonds propres, de notre propre bilan, et 70%, en réalité 72%, proviennent donc de ce que nous collectons auprès de tiers, comme je l'ai dit, des institutionnels, des particuliers. J'y reviendrai parce que c'est un élément important de compréhension du business model. Sur ce que nous collectons pour les tiers, nous engrangeons des commissions de performance régulières, de long terme, stables. Et puis, sur notre bilan, bien entendu, nous bénéficions des plus-values de cession lorsque nous cédons au prorata les entreprises que nous portons. Un point très important, c'est notre positionnement. Nous sommes un opérateur diversifié sur cette classe d'actifs dits alternatifs, cette classe des actifs privés dont je parlais tout à l'heure. Il existe des acteurs qui sont très spécialisés sur de l'infrastructure, sur de l'immobilier, sur du LBO. Nous opérons à la fois dans le LBO, ce que vous voyez sur le buyout. Donc, nous opérons dans ce qu'on appelle les fonds secondaires. Je le laisserai pour les questions si vous en avez. Nous opérons évidemment dans tout ce qui est le capital risque, le capital développement, avec la petite boîte Venture and Acceleration. Nous sommes d'ailleurs un des tout premiers leaders européens dans le domaine des valeurs de croissance. Nous opérons dans la dette, puisque nous sommes un opérateur de dette privée, de dette directe auprès des entreprises ou d'autres fonds comme nous. Et puis ce qu'on appelle les actifs réels, c'est-à-dire l'immobilier, les infrastructures, avec notamment un fonds orienté transition énergétique. Alors ça, c'est une caractéristique de diversification qui est évidemment très importante, puisque nos clients peuvent vouloir investir dans plusieurs
de nos fonds et nous suivons bien entendu nos taux d'équipement, comme on le ferait dans d'autres secteurs. Mais nous le faisons avec un socle commun. Et ce socle commun, c'est que partout où nous investissons, nous privilégions la mise à disposition de capital et de dette pour des PME et des ETI. C'est-à-dire que nous opérons vraiment dans ce segment qui nous paraît un segment profond et un segment dans lequel nous pouvons nous différencier parce que nous le faisons avec une optique d'accompagnement de développement. Notre positionnement, je le disais, il est donc sur le segment de valeurs petites et moyennes. Et des valeurs qui offrent chacune un profil de croissance supérieur à la moyenne de ce que vous pourriez voir dans le SBF 120 si on prend cet exemple. J'y reviendrai, je vous donnerai quelques statistiques, mais par exemple, au premier semestre, nous avons une croissance moyenne du chiffre d'affaires de nos entreprises sur un an qui est de l'ordre de 40% pour celles qui sont consolidées, qui sont dans tout secteur, et pour les entreprises qui sont spécifiquement sur le secteur de la technologie, les secteurs dits des valeurs de croissance, on est à plus de 45%. Nous accompagnons des entreprises qui ont besoin qui ont un potentiel de développement très fort et nous les accompagnons avec une plateforme qui leur permet de s'internationaliser, qui leur permet de faire des acquisitions, qui leur permet de nouer des partenariats. Donc nous sommes un investisseur de valeur ajoutée sur ce segment à une échelle, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est pan-européenne. Nous le faisons avec des pointes de spécialistes aux États-Unis également, en Asie, qui nous permettent non seulement de lever des fonds auprès de grands institutionnels dans ces endroits, que nous permettent de financer les entreprises dont je parlais, mais aussi de les accompagner dans leur développement. Donc, typiquement en Chine, nous accompagnons des PME françaises, allemandes, italiennes à nouer des partenariats. Les secteurs dans lesquels nous sommes, et ça c'est un point très important pour comprendre notre résilience dans le contexte économique dégradé dans lequel nous nous trouvons, sont de manière privilégiée orientés sur les services aux entreprises, notamment dans les softwares et les technologies, dans la santé et dans l'économie verte. Alors nous sommes très partisans de la réindustrialisation de l'Europe et de la France, mais il est vrai que dans notre portefeuille, la manière dont nous opérons dans le cadre de cette réindustrialisation, c'est plutôt en fournissant des services, par exemple des services d'optimisation de chaînes logistiques. Nous ne sommes pas vraiment exposés donc très directement à des problématiques de coûts de matières premières, de coûts d'énergie, ce qui est plutôt sécurisant sur le portefeuille. Un point très important, c'est notre démarche ESG. Tout le monde va vous dire que sur la RSE, sur l'ESG, il est mieux disant. Nous avons un des meilleurs taux de classification de nos fonds. Donc, je vais juste le mentionner, je laisserai peut-être pour des questions si vous le souhaitez. 89% de nos fonds sont classifiés article 8 ou article 9. Nous avons même des fonds article 9, c'est-à-dire des fonds dont l'objet même est d'avoir des investissements qui améliorent la trajectoire de décarbonation, si je prends l'angle environnemental. C'est assez rare d'avoir un taux aussi élevé. Puis nous avons nous-mêmes des trajectoires assez ambitieuses au niveau de nos sociétés de portefeuille. Alors évidemment, nous sommes une entreprise capitaliste et ce que nous souhaitons faire, c'est générer des rendements importants pour nos actionnaires. La performance des investissements est élevée et pérenne. Vous voyez sur la droite que le type de rendement que nous générons sur des investissements, que ce soit des investissements que nous portions sur notre bilan ou qu'ils soient dans nos fonds dans lesquels sont investis, encore une fois, des institutionnels et des particuliers, c'est à peu près 20% de TRI moyen, de rendement annuel moyen sur 10 ans. Alors évidemment, ça moyenne un peu toutes les classes d'actifs. Et là-dedans, vous avez des choses qui sont bien au-dessus de 20%, des choses qui sont en dessous. C'est à peu près, ça veut dire à peu près 2 fois la mise. Vous voyez, cash on cash moyen ne veut que dire ça. C'est 2 fois l'investissement initial. Mais c'est 3,6 fois sur les dernières sessions. Vous voyez sur les barres de gauche, toutes nos dernières sessions, celles qui ont été réalisées au premier semestre, et vous voyez qu'on est là sur 3 fois la mise, jusqu'à 4,4 fois la mise. C'est lié au type de secteur dans lesquels nous opérons, au choix que nous avons fait de développement. Et vous voyez aussi qu'à peu près systématiquement, quand nous cédons à des valeurs supérieures à celles qui est marquée dans nos livres. Plus de 60% de nos sorties
se sont réalisés dans des multiples de 1,5 fois à 3 fois la mise initiale. Donc, ça n'est pas lié, notre performance de 20% et de 2 fois n'est pas liée à quelques exceptions, c'est plutôt la récurrence. Et quand vous cédez à qui et vous cédez comment ? Alors, on va prendre par exemple les exemples qui sont ici. Vous avez ici plutôt des industriels. Donc, Orolia a été vendu à un opérateur comme Safran. Orolia est un grand spécialiste de la géolocalisation spécialisée dans l'aéronautique. Donc, c'est vendu à un industriel. De même, Trader Interactive, c'est une place de marché sur le marché automobile qui a été acheté par un acteur australien. Reden Solar, là aussi, c'est plutôt un acteur de très long terme, d'infrastructure. Ce sont des fermes photovoltaïques. Donc, inutile de vous dire que dans le contexte où nous sommes, c'est évidemment un actif qui avait beaucoup d'intérêt. Vitaprotech, nous l'avons vendu à un autre fonds qui va le porter à un autre élément de sa croissance, une entreprise qui est spécialisée dans la sécurité physique et sécurité cyber. Donc, on ne met sur le marché évidemment que les entreprises dont nous pensons qu'elles sont mûres pour être attractives. Et le comment, la plupart du temps, on a quand même eu des approches proactives, de gens qui savent que nous avons ces sociétés dans le portefeuille. Donc c'est souvent le cas des transactions avec les industriels. Les industriels ont identifié que nous avions ces sociétés dans le portefeuille. Il nous arrive ensuite de faire des enchères. Alors, je n'ai pas mentionné ici parce que nous n'en avons pas eu sur le premier semestre. Pour les grandes valeurs technologiques que nous portons, nous sommes un des principaux actionnaires de licornes européennes. Nous avons beaucoup d'investissements dans des licornes françaises, par exemple. Bon, il n'est pas impossible que dans les années futures, ce soit plutôt des routes dans les marchés, c'est-à-dire des introductions en bourse, qui pourraient d'ailleurs intéresser certains de ceux qui nous écoutent. Donc, je vais venir sur les performances très brièvement. Peut-être vous dire comment se forme un peu notre résultat, comment nous voyons notre création de valeur, et en espérant que ça sera suffisamment simple et clair. Il y a vraiment 2 leviers. Le premier levier, je l'ai mentionné, c'est la gestion d'actifs. Donc nous collectons de l'argent auprès d'investisseurs, encore une fois institutionnels ou particuliers. Ces investissements, cet argent qui est collecté génère des commissions, ce qu'on appelle des commissions de management. Évidemment, plus nous collectons, plus notre chiffre d'affaires croît. J'y reviendrai, mais c'est un chiffre d'affaires de commission qui croît à 2 chiffres, parce que nous avons une collecte qui croît à 2 chiffres. Et puis, évidemment, nous avons un certain nombre d'investissements qui vont avec, enfin de charges qui vont en face de tout cela. C'est notamment les équipes d'investissement, c'est les équipes qui font un certain nombre d'opérations, notamment pour permettre aux investisseurs d'avoir les informations nécessaires au suivi des investissements. C'est une activité qui a un profil de croissance très attractif, avec des marges très attractives, des commissions de long terme, parce que nous sommes sur des fonds fermés. Et donc, on est souvent sur des maturités de fonds entre 5 et 10 ans selon les cas, et avec des conversions de cash flow qui sont très intéressantes, puisqu'évidemment, il n'y a pas de CAPEX derrière. Et puis, le deuxième levier, c'est les investissements du portefeuille. Donc, nous portons un certain nombre d'investissements directement. Nous cherchons, évidemment, en accélérer la création de valeur via un certain nombre d'accompagnements dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous cherchons un retour cible de l'ordre de 15% par an minimum pour ces investissements. Vous avez vu tout à l'heure, je parlais de 20% brut. Ici, c'est 15% net. Donc, c'est après les fameuses commissions et les frais. Et la beauté de ce portefeuille, c'est qu'il a une rotation régulière de tous les 5 ans. Donc, nous ne sommes pas enfermés dans des modèles sectoriels. Nous accompagnons l'évolution des secteurs. Donc quelques données, puis on terminera et on passera aux questions. Si je viens sur le premier élément de création de valeur, qui est la gestion d'actifs, vous voyez donc que son principal moteur, qui est la collecte, est très dynamique. Ça fait à peu près 24% de croissance par an depuis 2018 pour les actifs sous gestion. Et au premier semestre 2022, comparé au premier semestre
2021, nous étions à plus 27%. Donc ça, c'est un élément très important, bien entendu, puisque c'est la base sur laquelle nous allons pouvoir à la fois générer des commissions régulières et puis des commissions dites de performance quand nous cédons les actifs. Nous continuons de collecter de manière dynamique. Vous voyez ici la croissance des collectes. Là, je parle plutôt du flux. La slide d'avant, la page d'avant était consacrée au stock. Vous voyez que ces flux augmentent d'année en année, entre 18 et 21. En 2022, dans un contexte, il faut bien le dire, qui est plus délicat, puisque par nature, les investisseurs se retrouvent plus prudents, plus sélectifs, probablement un certain nombre d'entre vous également. Nous avons collecté 1,8 milliard sur le premier semestre et nous continuons évidemment à collecter en ce moment sur les fonds qui sont sur la route. Un point important, c'est la collecte auprès des clients individuels. Alors, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que nous avons une collecte qui est en très forte augmentation par ces flux. Notre base installée de collecte auprès des clients individuels, c'est à peu près 3 milliards. C'est essentiellement une base française et ça représente 13% de nos actifs sous gestion venant des tiers. Donc c'est important et ça se compare très favorablement par rapport à d'autres gestionnaires d'actifs alternatifs que vous pouvez voir sur le marché. Cette collecte, elle est en accélération. Sur le premier semestre, vous voyez que le flux de collecte est en hausse de pratiquement 60% par rapport à l'année précédente parce que, en réalité, beaucoup de particuliers ont des difficultés historiquement à pouvoir accéder à cette classe d'actifs que sont les marchés privés qui est très attractive, qui a les rendements dont je parlais, la récurrence de ces rendements, mais il n'y avait pas beaucoup de formats qui leur permettaient de le faire. Eurazeo s'est positionné depuis 20 ans, en commençant par des fonds de capital risque et puis en développant sur d'autres classes d'actifs, comme un structureur de capacité pour des investisseurs retail, des investisseurs particuliers, à accéder à ces marchés privés. Nous avons des fonds dans lesquels on peut collecter à partir de quelques milliers d'euros, ce qui est très différencié par rapport à ce que, évidemment, un institutionnel peut mettre. Un institutionnel met évidemment plusieurs dizaines de millions d'euros. Alors, on le fait via des partenaires. Vous avez peut-être, un certain nombre d'entre vous, été déjà contactés par un certain nombre de partenaires qui peuvent être des banques, comme Société Générale, la BNP, des assureurs, comme la CNP ou Cardiff, ou des conseillers de gestion patrimoniale. Donc, in fine, nous avons près de 120 000 clients finaux, mais ce sont bien via nos partenaires que nous distribuons ces produits. Oui, mais ce sont des particuliers qui vont acheter des fonds estampillés Eurazeo, spécifiquement. Absolument. Donc ils savent qu'ils ont des fonds Eurazeo en portefeuille. Absolument. Ce ne sont pas des fonds qui sont noyés dans une enveloppe qui aura un autre intitulé. Absolument. Je vais donner un exemple très, très explicite, je l'espère, l'assurance. Je pense que la plupart d'entre nous avons un contrat d'assurance vie. Si vous êtes sur le fonds euro, là, c'est l'assureur institutionnel qui va prendre peut-être un certain nombre de fonds Eurazeo, puis qui va faire son mélange avec des obligations d'État, d'autres titres, et vous assurer ensuite un rendement annuel. Et puis, cet assureur va vous proposer, en France, c'est à peu près 38% de l'assurance vie qui est sous ce format, va vous proposer de l'unité de compte. Dans l'unité de compte, traditionnellement, il va proposer des actions, des obligations, peut-être un peu d'immobilier. Aujourd'hui, il peut vous proposer, s'il a évidemment contracté avec Eurazeo, une part de fonds d'Eurazeo sur du marché privé. Ça sera donc explicite pour le client final et c'est bien la décision du client final que de prendre ce type d'actifs. Vous voyez ici donc la gestion d'actifs qui a une expansion rapide de ses revenus, donc plus 30% sur le premier semestre 2022 sur les commissions de gestion, donc les fameuses commissions de management dont je parlais tout à l'heure, en bon franglais. Et puis le résultat de la gestion d'actifs, puisqu'évidemment nous avons des coûts d'exploitation, il est en hausse de 24%, à 50 millions sur
le premier semestre 2022, si je compare au 41 du premier semestre 2021, mais au total, c'est à peu près 100 millions de marge que nous réalisons sur cette activité de gestion d'actifs, et donc encore une fois, avec une croissance à 2 chiffres. Le deuxième pilier, pour terminer, sur les 2 leviers de création de valeur, c'est le portefeuille. Donc vous voyez qu'on a un portefeuille qui est très diversifié. Donc nous ne sommes pas surexposés à une ligne particulière. Vous voyez, je l'ai évoqué tout à l'heure, que le sous-jacent de ce portefeuille est très sain, avec un chiffre d'affaires économique qui est en hausse de 43% au premier semestre par rapport à l'année précédente, de même que de la marge d'exploitation en hausse de 40%. L'actif net réévalué, alors comment tout ça se traduit? C'est-à-dire que j'ai 2 leviers. Et puis à la fin, comment ça se traduit dans la valeur de l'entreprise? Vous avez bien une valeur du portefeuille. Alors ici, elle est en baisse sur le premier semestre parce qu'on tient quand même compte de ce qui se passe dans les marchés. Donc même si nous avons des sociétés qui ont des profils de croissance et de génération de profits qui sont très dynamiques, on regarde quand même un petit peu ce qui se passe dans les multiples en faisant l'hypothèse qu'on devrait à un moment les vendre, puisque c'est bien notre but après les avoir développés. Et donc on a fait quelques ajustements. Le portefeuille vaut à peu près 89,5 € et il était en baisse de 4% sur le premier semestre. Cette activité à être réévaluée, vous l'évaluez à quelle fréquence? On l'évalue tous les semestres. D'accord. En réalité, si vous êtes investisseur dans nos fonds, vous aurez tous les trimestres un reporting, mais pour le marché, on fait cette réévaluation tous les semestres. Enfin, on la rend publique tous les semestres. Puis vous avez la gestion d'actifs, qui, elle, continue d'avoir une expansion de valeur que nous donnons pour l'instant comme indication au marché. Et qui est, bien évidemment, elle est en croissance parce que avec des revenus et des marges en expansion, il est assez logique, même si là aussi on a une petite compression des multiples applicables, qu'elle soit en expansion. Donc au total, vous avez un ANR, un actif net réévalué à peu près stable à 115,5 €, qui se compare bien entendu aujourd'hui à un cours de bourse, je suis sûr qu'on en reparlera, qui est de l'ordre de 55 €. Il y a donc aujourd'hui un fort potentiel d'appréciation par rapport au cours de bourse actuel. Très rapidement, nous sommes une entreprise très conservatrice dans l'utilisation de la dette au niveau de l'entreprise elle-même. Nous utilisons de la dette dans certains de nos véhicules d'investissement. Pas plus que 50% d'ailleurs de nos stratégies qui utilisent de la dette. La plupart, pour 50%, n'en utilisent pas. Mais au niveau de l'entreprise elle-même, nous avons une trésorerie nette positive et puis évidemment des lignes de crédit. Nous avons, en plus de ces lignes de crédit, un potentiel d'investissement, c'est-à-dire le capital qui nous est confié, que nous n'avons pas encore déployé, de plus de 5 milliards. Donc dans un contexte un peu plus incertain, ça nous donne évidemment beaucoup de stabilité. Et enfin, un point très important, c'est la politique de dividendes. Nous sommes une entreprise qui a à cœur et qui a toujours eu à cœur. Comme je le disais, je suis là depuis 6 mois, mais ça fait longtemps que mes prédécesseurs ont eu cette politique, qui a à cœur donc d'augmenter régulièrement le dividende par action. Vous voyez ici le dividende ordinaire qui a cru de 7% par an depuis 20 ans pratiquement. En 2021, il a cru de 17% par rapport à l'année précédente avec un dividende exceptionnel. Il arrive que dans le passé, l'entreprise ait pu verser des dividendes exceptionnels quand elle avait réalisé beaucoup de plus-values particulièrement. Et donc l'idée évidemment de continuer sur ce tracé d'augmentation régulière, prédictible, du dividende par action. Nous faisons par ailleurs un peu de rachat d'actions. Pourquoi faisons-nous du rachat d'actions? Je sais que c'est moins un sujet populaire auprès des actionnaires individuels traditionnellement, mais nous le faisons parce que fondamentalement, nous croyons à la valeur de nos actifs. Donc je disais, notre actif net réévalué, c'est 115 €, un peu plus par action. Notre cours de bourse aujourd'hui, c'est selon les jours 54-55 €. Nous sommes fondamentalement confiants dans la valeur réelle de nos actifs et donc il est assez logique que nous employions un peu de notre capital pour acheter nos propres actions.
Merci beaucoup pour votre attention. On peut peut-être poursuivre avec les questions. Absolument, absolument. Alors, justement, je vais commencer par la première question, parce que s'il n'y avait pas eu de question, c'est une question de ce type que j'aurais aimé vous poser. Vous avez dit au tout début, quand vous avez parlé du modèle d'affaires de Razeo, que finalement, il repose sur la croissance. Parce que vous investissez beaucoup dans des valeurs moyennes, dans des ETI qui sont à un stade relativement précoce dans leur développement. Et c'est vrai que dans les années passées, on a vu, pour citer, vous ne l'avez pas cité, mais une magnifique affaire que vous avez développée qui s'appelle Montclair. Et il y en a eu d'autres. Donc c'est vraiment le moteur de votre activité. Et un actionnaire s'interroge sur le contexte. Est-ce que le contexte actuel ne vous préoccupe pas dans votre recherche d'investissement? Et plus généralement, les mois qui viennent menacent d'être quand même relativement compliqués pour les entreprises. Est-ce que ce modèle de croissance sans le remettre en cause, je veux dire, ne va pas quand même connaître des difficultés dans les mois et dans peut-être l'année qui vient? Alors c'est évidemment une question absolument centrale. Et d'ailleurs, elle est un peu multidimensionnelle, parce qu'elle porte sur la croissance des entreprises dans lesquelles nous pourrions investir, et puis notre modèle de création de valeur. Il ne fait pas de doute qu'aujourd'hui, nous sommes des gens réalistes. Ça fait 140 ans que l'entreprise existe. Elle a muté. Elle s'est adaptée à des cycles économiques plus ou moins favorables. Et donc, aujourd'hui, nous sommes prudents. Je le disais, nous avons 5 milliards de capital qui nous a été confié, qui n'est pas investi encore. Nous avons une trésorerie nette positive. Donc, nous n'allons pas nous précipiter dans le contexte pour faire des investissements, mais nous continuons de faire des investissements. On a fait plus de 2 milliards sur le premier semestre, dans la mesure où nous arrivons à faire aussi des désinvestissements. Nous continuons de constater que ce qui est dans notre portefeuille est attractif pour d'autres. Donc, dans la mesure où ça marche dans les deux sens, nous continuons d'opérer, bien entendu, et peut-être par différence à certains acteurs qui sont positionnés sur des segments moins attractifs que les nôtres. Donc ça pose la question plus fondamentale, au-delà de la prudence, au fond, comment vont les entreprises dans lesquelles nous sommes investis? Ce qu'on constate aujourd'hui, ce qu'on a vu très clairement sur les données du premier semestre, mais sans donner d'éléments prédictifs, c'est quand même encore ce qu'on continue de voir, c'est que les entreprises, dans leur vaste majorité dans lesquelles nous sommes investis, étant positionnées sur des secteurs à croissance structurelle, la digitalisation des processus des entreprises, c'est un phénomène structurel. Et j'ai envie de dire que plus le contexte est difficile, plus cette digitalisation va continuer à s'opérer parce qu'elle est aussi génératrice d'efficience. La transition énergétique, c'est une mutation structurelle. Tout ce qui se passe autour de certaines évolutions dans le domaine de la santé, de la même manière. Donc, en fait, nous avons des entreprises qui ne s'arrêtent pas parce qu'en effet, il y a des nuages, pour prendre la métaphore communément utilisée en ce moment, plutôt sombres sur la macroéconomie. Donc ça, c'est un point très important. Et nous investissons dans beaucoup de cas. En réalité, la majorité des cas, c'est là où on voit l'excellence ou pas des équipes d'investissement, bien entendu, sur des sociétés qui sont leaders dans le secteur. La tech, prenons cet exemple. Les valeurs de la tech ont beaucoup décroché. C'est indéniable. Quand on les ajuste de la croissance de nos sociétés de portefeuille, en fait, on surperforme les indices pour le portefeuille de Razeo. Mais pourquoi? Parce que beaucoup des entreprises dans lesquelles mes collègues ont investi sont respectivement des leaders de leur secteur. Aujourd'hui, il y a un grand désamour pour tous les suiveurs. Voilà. Donc, je ne vais pas vous présenter les choses de manière plus rose qu'elles ne sont. Nous sommes dans un contexte où il y a une remontée des taux. Ça aura un impact sur les prix. Nous sommes dans un contexte où l'inflation peut peser sur des performances d'entreprises, que ça passe par le pouvoir d'achat des consommateurs ou que ça passe par le coût des intrants. Et nous sommes dans un contexte où il y a des risques de récession. Je note d'ailleurs, si je prends les dernières prévisions du FMI ou de la BCE,
moins en France, où nous sommes très exposés que dans d'autres pays d'Europe. Mais enfin, tout de même, un fort ralentissement économique. Donc tout ça, nous ne sommes pas indemnes, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'à ce stade, les performances de nos entreprises, de croissance, de rentabilité, restent très bonnes. Alors, vous avez dit que vous avez parlé de la remontée des taux. Est-ce que ça a un impact sur la valorisation de certaines entreprises, et en particulier des valeurs technologiques? Mais est-ce que ça augmente, est-ce que les investisseurs qui viennent vous voir n'ont pas des exigences supplémentaires sur les rendements qu'ils attendent? Alors, la remontée des taux, elle est globalement négative pour un acteur de la gestion d'actifs, qu'il soit un acteur de la gestion d'actifs privé, l'endroit où nous opérons, ou qu'il soit un gestionnaire d'actifs sur des actifs publics cotés. Parce que ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés publics, que ce soit l'action, l'obligataire, est évidemment une forte compression des valeurs. Je le mentionne parce que c'est une partie de la réponse sur l'attitude de nos investisseurs. Donc, je prends la première partie. Oui, c'est négatif. Donc, on peut s'attendre quand même que dans les années futures, parce que les coûts de financement seront plus élevés, parce que peut-être certains multiples de sortie, il y a une certaine corrélation quand même entre les taux réels et les cours des actions, et donc la valeur des actifs, parce qu'ils seront un peu plus sous pression. On peut s'imaginer que on vendra peut-être moins cher que ce qu'on aurait pu certains actifs. Bon. C'est quand même très largement compensé par la qualité intrinsèque, encore une fois, de l'actif dont on dispose. Parce que cet actif dont on dispose, s'il a une valeur de rareté, il l'a bien pour quelqu'un. Je parlais tout à l'heure des industriels qui s'intéressent à ce que nous portons. Et puis, on aura travaillé sa valeur. C'est-à-dire, quand on prend une PME et qu'on l'aide à faire des acquisitions, à restructurer sa plateforme digitale, à restructurer sa plateforme logistique, elle est évidemment bien meilleure et avec un bien meilleur profil dans 3-4 ans que ce qu'elle était au départ. Donc, il ne fait pas de doute que le contexte sera plus froid, mais nous avons de fortes compensations sur la qualité même des actifs. Dans les investisseurs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient d'abord ça, ce que je viens de dire. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'ils ont dans les soutes et quel est un peu le type d'investissement qu'ils prennent. Ils ne s'arrêtent pas simplement à un contexte macroéconomique. Mais surtout, eux-mêmes sont bien confrontés à des alternatives qui sont aujourd'hui encore plus dégradées. Je parlais de la surperformance des marchés privés par rapport aux marchés publics. Que ce soit des actions cotées ou des actifs obligataires et des actifs de taux. Ça ne fait que cet écart continue de se perpétuer. Et la volatilité, l'écart de volatilité continue de se perpétuer. Donc aujourd'hui, les fonds de pension, les assureurs qui collectent ont besoin de placer sur la catégorie d'actifs que nous représentons parce qu'ils continuent d'offrir et ils continueront d'offrir un écart de rendement favorable dans le contexte que vous décrivez. Alors, pour rester toujours sur les investisseurs et les investisseurs particuliers, j'ai une question. Alors, vous y avez en partie répondu, mais peut-être que vous pourriez être un peu plus précis sur comment pour un petit porteur, c'est l'expression qui est employée là, on peut accéder à vos fonds. Parce que vous avez cité donc les distributeurs, mais est-ce qu'on peut aussi acheter directement auprès de chez vous? Alors, aujourd'hui, non. Enfin, avec quelques exceptions près, c'est-à-dire que si on est ce qu'on appelle un family office qui a quelques millions, il est possible que par exception, on vous considère comme un investisseur institutionnel. Mais pour accéder au type de fonds dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des fonds dans lesquels on peut investir entre 5 000, 3 000, 5 000, 10 000, ça dépend un peu de la classe d'actifs euros. On va plutôt passer via un assureur, via une banque distributrice. Alors certaines de ces banques distribuent le produit sur des formats online, donc pas forcément difficile à souscrire. Mais enfin, assez souvent, ça va passer par le distributeur. C'est beaucoup plus efficace de le faire comme ça. Et nous pensons sécurisant pour l'investisseur final particulier, parce que gardez en tête que nous sommes une entreprise qui a 375 employés.
Donc aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de gérer la relation individuelle dans l'intimité que nous souhaiterions faire si nous faisions de la distribution directe. Vous avez jamais envisagé les fonds cotés, par exemple, ou non, pas à ce stade. Pas à ce stade. Je voudrais revenir sur l'actif net réévalué. Donc vous nous avez dit tout à l'heure que l'évaluation se fait 2 fois par an. Mais comment se fait-elle? Qui évalue les actifs? C'est vous ou ce sont des auditeurs indépendants? Comment ça se passe? Alors l'évaluation, elle se fait, encore une fois, tous les trimestres. L'évaluation, mais elle n'est publiée que tous les semestres. D'accord. Puisque nous sommes une société qui ne faisons que des résultats complets semestriels. C'est pour ça, hein, c'est pas pour faire des mystères à quiconque, simplement que nous ne publions qu'un chiffre d'affaires au trimestre. Donc il y a tout un processus, évidemment, et avec plusieurs étages, et avec ce qu'on appelle du challenge effectif de 2 niveaux. Donc vous avez d'abord des équipes d'investissement et des équipes de direction financière qui ont un échange sur les paramètres, les fondamentaux des entreprises, les multiples qu'on doit appliquer, peut-être d'autres paramètres s'ils sont applicables compte tenu de la classe d'actifs. Là, on a déjà un échange contradictoire. Ensuite, on va passer ça avec ça à la moulinette d'évaluateurs toujours internes, mais dont le métier est d'être une autre paire d'yeux, critique. Et enfin, on va passer sur des évaluateurs externes qui vont rendre un rapport régulièrement, qui est revu par le management de l'entreprise, puis le comité d'audit du conseil, évidemment, et qui notera, le cas échéant, s'il considère qu'il y a des écarts qui lui paraissent difficilement justifiables, ça nous amènera, si c'est le cas, à faire des ajustements. Donc tout ça est tout ça suit un processus assez lourd et contradictoire pour évidemment se poser toujours les questions de la justification d'éventuels décalages qu'on peut constater dans une valorisation par rapport à ce que donnerait l'application simple de multiples de marché pour des comparables. Il n'y a pas toujours des comparables, on est sur des actifs privés. Donc, parfois sur des entreprises dans des secteurs émergents. Donc, ça demande un petit peu de doigté. D'accord. Alors, donc je comprends que le processus est très normé, très lourd, très sérieux. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, aujourd'hui, cette décote de 50% qui est assez rare? Je veux dire, on va peut-être pas remonter sur les 140 ans de Raseo, mais moi je me souviens que dans les années 2015-2016, quand on faisait des réunions d'actionnaires avec votre prédécesseur Philippe Audouin, on parlait d'une décote de l'ordre de 20-25%. C'était à peu près la décote classique qui est appliqué par le marché à tort ou à raison d'ailleurs sur ce qu'il appelle les conglomérats, ce que vous n'êtes pas, mais bon, il y a quand même un peu cette image-là. Là, 50%, c'est quand même assez inhabituel. Alors que vous disent les investisseurs? Les investisseurs, ils sont comme nous. D'ailleurs, que ce soit nos actionnaires... Alors, c'est pas le bon terme. Que ce soit les analystes, que ce soit nos investisseurs individuels, et il y en a pas mal, il y a près de 8% de notre capital qui est détenu dans des mains d'investisseurs individuels, que ce soit nos investisseurs institutionnels, mais surtout que ce soit nous en tant que management. Évidemment, nous sommes très mécontents de cette décote. Simplement, nous, comme management, je dirais que notre responsabilité, c'est surtout de faire en sorte qu'on réduise cette décote. Nous publions un ANR depuis 2008. Donc effectivement, l'entreprise existe depuis 140 ans, mais on peut tracer la décote que depuis 2008. Effectivement, ça a 14 bougé. Ans, ouais. Alors les 50, on les a déjà atteints. Hein, j'imagine en 2008, 2009, ouais. Et puis après 2011, 2012, 2020 n'a pas été un cru formidable. Mais vous voyez bien, quand je mentionne ça, on fait référence à des événements qui sont souvent des événements systémiques. Encore une fois, nous sommes une entreprise qui est plutôt génératrice de rendements supérieurs à ce qu'on peut trouver dans le marché, avec un profil de croissance élevé. Et donc, quand
pour des raisons diverses et variées, il y a de l'inquiétude macroéconomique, les décotes ont tendance à augmenter. C'est vrai pour nous, d'ailleurs, c'est vrai pour d'autres, parce que aujourd'hui, et c'est pas un sujet de satisfaction pour moi du tout, parce que je considère que le profil de l'entreprise est plutôt bien positionné en relatif par rapport à ses pairs. Mais vous regardez, les décotes sont élevées sur tous les gens qui ont des actifs nets, que ce soit des banques, des assureurs ou évidemment des holdings. Donc on a plutôt cet écartement. Donc à court terme, tant qu'il y a de l'anxiété sur ce qui va se passer, ce que les banques centrales vont faire sur les taux et les conséquences que ça peut avoir sur l'économie, il faut s'attendre à ce que tous les opérateurs dans la finance qui ont des actifs nets, même avec des forts rendements comme nous, parce que 15% c'est quand même très élevé, vont continuer d'opérer avec des décotes élevées. Et ensuite, ce que nous, on peut faire. Et dans un contexte normalisé, parce que même si on n'était qu'à 25%, on ne serait pas très satisfait. Parce que nous, on considère que il devrait y avoir une surcote. Il ne devrait pas avoir de décote. Et on considère même que compte tenu du rythme de croissance de notre gestion d'actifs, on devrait justifier une prime. Bon, c'est le travail qu'on doit faire. Donc on va continuer de travailler sur la croissance de l'asset manager. On va continuer d'assurer une rotation du capital favorable à cet rééquilibre de modèle entre le bilan et la gestion d'actifs. On va continuer évidemment sur le plan organique à choisir nos investissements. Et si ce que nous avons commencé à faire grandement en 2022, on montre que nous, on sait faire des sorties, des réalisations avec des multiples toujours systématiquement plus élevés à notre ANR. Alors pensez la décote par rapport à l'ANR. Quand on fait des sorties supérieures à l'ANR, on commence à se poser des questions sur sa justification. Si on continue de faire des progrès sur l'asset management, si on continue de bien redéployer notre capital, de servir l'actionnaire favorablement, nous sommes convaincus qu'on va, dans un monde normalisé, réduire cette décote, on va dire, normalisée. Encore une fois, je pense que nous sommes dans un contexte très, très exceptionnel aujourd'hui et qu'on ne peut pas tirer des lignes à partir de ce contexte. D'accord. Bon, écoutez, l'heure tourne et donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais j'ai quand même une dernière petite question. Je me souviens que, et puis ça, qui recoupe aussi une question que nous venons de recevoir. Je me souviens qu'à la fin des années 2010, dans les années 2018-2019, beaucoup de gens disaient qu'il y avait une bulle sur les valorisations des actifs non cotés. Et puis qu'il y avait une forte concurrence entre les acteurs pour s'arracher les meilleurs actifs. Aujourd'hui, est-ce que d'un point de vue d'un investisseur dans des entreprises qui cherchent des financements, qui cherchent des partenaires pour se développer, est-ce que on est revenu dans des situations plus confortables, je dirais? Pour les beaux actifs, bien positionnés, avec fort potentiel, il n'y a pas de doute que ça reste quand même assez compétitif. Oui. Notamment dans le segment des valeurs moyennes qui continuent de pouvoir se financer. Donc c'est plutôt bien d'être aussi dans ce segment, parce que quand on dit qu'on peut se financer, on peut dire qu'on peut faire des investissements, mais ça veut dire qu'on peut aussi faire des désinvestissements. Donc on a une flexibilité. On peut s'attendre à ce qu'il puisse y avoir un peu de modération dans les prix dans les prochaines années. C'est d'ailleurs pourquoi nous continuons de collecter. Parce qu'un certain nombre de gens se disent, mais au fond, une entreprise comme Eurazeo, son métier, c'est de déployer sur plusieurs années sa collecte. Et donc, peut-être dans les prochaines années, il y aura quelques bonnes affaires à faire. Maintenant, nous, encore une fois, notre manière de créer de la valeur, c'est pas un prix décoté à l'entrée ou beaucoup d'effets de levier risqués. C'est la conduite du changement, de la transformation et du développement des entreprises. Très bien, et ben c'est sur ces belles paroles que nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, William Kadouch-Chassaing. Merci à vous tous. Cette retransmission sera disponible dès demain sur notre site internet et donc vous pourrez bien évidemment la réécouter et la rediffuser à d'autres si vous le souhaitez. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne soirée.